les sénateurs avaient dénoncé un texte ambigu. En commission, aujourd'hui, ils ont donc profondément remanié le projet de loi organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire. Un texte de 4 articles qui doit encadrer la fin de cet état d'exception en vigueur depuis le 24 mars. Principalement dans le collimateur des sénateurs, l'article 1er qui permettait d'accorder de larges pouvoirs au gouvernement jusqu'au mois de novembre. Jean-Philippe de Rosier, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est un texte, parce qu'il faut toujours parler au présent, il y a des modifications au Sénat, mais enfin pour l'instant le projet de loi est celui-ci. Est-ce que vous y voyez vous aussi une fausse fin de l'état d'urgence? L'état d'urgence n'est pas prorogé, mais il est renouvelé. C'est pire. On nous dit qu'il n'y a plus d'état d'urgence, mais on reprend exactement les mêmes mesures qu'il y avait sous l'état d'urgence pour les appliquer. Il n'est pas prorogé. Non, il n'est pas prorogé. Ce ne sont pas les mêmes mesures. Il n'est pas prorogé, mais il est renouvelé, sans le dire. Quand vous relisez l'article 1er, le paragraphe 1, premièrement, deuxièmement, troisièmement, ça correspond au premièrement, deuxièmement et sixièmement de l'article L3131-15 qui établit l'état d'urgence. Donc vous êtes complètement d'accord pour qu'on comprenne bien avec la réserve émise par Philippe Bas dans le sujet? Absolument. Pourquoi ne pas à ce moment-là proroger l'état d'urgence ? Dire on en a encore besoin jusqu'au 30 octobre, mais on va vers un assouplissement progressif. Au moins c'est clair, on reste sous l'égide, sous l'emprise d'un régime dérogatoire, exceptionnel, et on n'applique pas toutes les mesures. Et l'argument de la l'état d'urgence, juste terminer un bien point. sûr. L'état d'urgence, c'est un régime d'exception qui est établi, mais rien n'impose de déployer toutes les mesures que permet l'état d'urgence. On peut très bien limiter aux quelques mesures qui sont encore possibles. Là, on dit on revient dans le droit commun, mais on n'y est pas tout à fait. On est dans un entre-deux qui n'est pas lisible. Oui, j'entends ce qui est dit, et je comprends que pour un juriste, il y ait besoin d'avoir des catégories un peu binaires, état d'urgence très classique, ou pas du tout d'état d'urgence, fin de l'épidémie. Malheureusement, le virus est un peu plus complexe que cela, et la situation est un peu plus complexe. Et cela appelle de notre part, à la fois législateurs et je pense communauté juridique au sens large, une capacité aussi de création, d'innovation et d'appréhension de la situation dans sa complexité. D'adaptation. On n'est pas là réalité, juste pour faire joli par rapport à des textes normatifs. On est là pour répondre à une situation. Moi, il y a des mesures, les mesures que vous avez citées qui ont été retirées du texte, Monsieur Morel, elles sont quand même extrêmement conséquentes. Je veux dire, la réquisition, le fait de s'asseoir sur la totalité de la liberté d'entreprendre, c'était loin d'être anodin. Effectivement, comme vous l'avez dit, le confinement, la mesure la plus privative de liberté, c'était à mon sens bien celle-ci. Et puis surtout, dans ce texte, actuellement, ce qu'il n'y a plus qu'il y avait dans les textes précédents, et c'est une différence de taille, sont les mesures individuelles. Les mesures, désormais, sont d'ordre général. On n'est plus sur des mesures individuelles. Et ça, nous, en tant que législateurs, ça nous avait énormément préoccupés. Comment est-ce qu'on va assurer le suivi des mesures individuelles dans le cadre d'un état d'urgence sanitaire, comme ça peut exister dans un état d'urgence antiterroriste. Donc ces mesures-là n'y sont plus. C'est très lourd en symbole. Ça veut bien dire que nous sommes dans un dispositif effectivement transitoire. Oui, moi, que l'on soit bien clair, je ne conteste pas, en tout cas pas à l'instant T, puisque ce n'est pas l'objet du débat, les mesures qui sont maintenues ou qui sont supprimées. Ce que je conteste, c'est l'absence de lisibilité. Et ce n'est pas une question de juriste, c'est une question pour les Français. On dit, on sort de l'état d'urgence. L'état d'urgence, on est tous d'accord, je pense, pour dire que c'est un régime d'exception, dérogatoire. On sort de l'état d'urgence. Donc, fin du régime d'exception, fin du régime dérogatoire. Mais on maintient des mesures dérogatoires, d'exception, jusqu'au 30 octobre. Pas dans le droit commun, nous sommes bien d'accord. Elles sont prévues. Du Premier ministre. Elles appartiennent au Premier ministre, elles sont votées par le législateur qui donne compétence au Premier ministre, comme c'est le cas pour l'état d'urgence. L'état d'urgence, décrété en Conseil des ministres, mais il est prorogé par le législateur. Il a été construit de toutes pièces par le législateur par la loi du 23 mars. Et il habilite le Premier ministre et le ministre de la Santé à prendre un certain nombre de mesures. Parmi lesquelles, toutes les mesures qui sont prévues par la loi actuellement en discussion. Toutes les mesures d'exception prévues par la loi qui va être votée dans les prochains jours, s'il n'y a pas grand suspense sur son issue, sont des mesures qui étaient possibles sous l'état d'urgence. Donc c'est là qu'il y a un petit peu une ambiguïté et une difficulté. C'est qu'on nous dit, on affiche, on sort de l'état d'urgence, mais on maintient une partie de l'état d'urgence. Non, soyons clairs, on reste sous l'état d'urgence, on n'applique pas tout, parce que l'état d'urgence n'égale pas confinement. État d'urgence égale confinement, mais pas que. L'état d'urgence n'égale pas l'interdiction de la liberté d'entreprendre. Voilà. Et on peut faire diverses mesures et on peut les alléger progressivement, comme ça a d'ailleurs été le cas depuis le 11 mai jusqu'au 10 juillet, alors que l'état d'urgence... Alors, essayons d'aller au fond des choses et je vais évidemment vous donner la parole dans un instant. Il y a une question que posent certains. Est-ce que cet exécutif aurait une tendance autoritaire ? Une volonté d'enjamber le Parlement, de remodeler le droit pour agir à sa guise, de manière plus rapide, plus efficace. Elle est un peu là, la question de fond. Il y a quelques semaines, alors que l'exécutif laissait entendre qu'il allait prolonger l'état d'urgence, Dominique Rousseau, constitutionnaliste, nous faisait part de son intime conviction sur les vraies intentions du gouvernement. Je voudrais qu'on écoute un extrait.
Si on maintient l'état d'urgence sanitaire, eh bien, ça donne au gouvernement la possibilité, par ordonnance, d'interdire les manifestations, de les réprimer, comme on l'a vu l'autre jour. Et pourtant, elles ont lieu. C'est la même chose lorsqu'il y a eu le débat sur la prorogation de l'état d'urgence sécuritaire, Oui. donc, au moment des attentats, où la prorogation a beaucoup servi pour réprimer les mouvements écologistes, pour réprimer les rassemblements écologistes. Je pense que le maintien de la prorogation ne pourrait se justifier que par ce souci du gouvernement de garder directement la main pour pouvoir réprimer et empêcher et interdire les manifestants. Jean-Philippe de Rosier, le soupçon est assez grave et en même temps c'est vraiment la question latente sur ce débat. Est-ce que Emmanuel Macron aurait des velléités un peu dictatoriales? Elle est là la question. Je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête d'Emmanuel Macron. Sans doute que lorsque l'on est investi d'un tel pouvoir, c'est quelque chose qui peut traverser l'esprit et c'est bien légitime, et je pense que ça a pu traverser l'esprit de tous les présidents qui se sont succédés à l'Élysée. Alors quel serait l'intérêt, si vous voulez, de proroger un état d'urgence s'il n'y avait pas ces intentions au fond? L'intérêt, il est là depuis ce que l'on a dit, c'est-à-dire la nécessité de prendre encore des mesures pour préserver la santé publique, afin d'éviter un nouveau pic épidémique et d'avoir à imposer des mesures plus draconiennes encore, et par exemple un retour au confinement. Mais ce qui est pointé du doigt, et là où en réalité je rejoins le propos de mon collègue Dominique Rousseau, c'est qu'il est toujours très facile de rentrer dans l'état d'urgence et extrêmement difficile d'en sortir. Parce qu'on goûte à un certain confort, au-delà des mesures qui doivent être prises, auquel on peine à renoncer. Quel confort? Lequel? Le fait qu'on concentre les pouvoirs profit de l'exécutif, président ou Premier ministre, et effectivement, on contrôle largement la situation. Et ça a été le cas sous l'égide de l'état d'urgence sécuritaire. Tout à l'heure, Madame la députée, vous évoquiez ce scénario qui a été prolongé pendant très longtemps. On devait, pour moi, pendant trop longtemps, sans doute, peut-être, il devait prendre fin. Peut-être vous en souvenez-vous, ça a été annoncé par le président de la République qu'il prendrait fin après l'euro. Le 14 juillet 2016 au matin, le président de la République s'adresse aux Français et dit « l'état d'urgence cessera après l'euro ». Il n'avait pas prévu l'attentat de Nice. Et après l'attentat de Nice, il ne me semblait pas possible de ne pas proroger l'état d'urgence encore pendant quelques temps. Correct. Tout cela pour dire que donc, il est facile d'y rentrer, il est très difficile d'en sortir. Et on prend goût à un certain confort. C'est ça que je retiens de votre propos qui est intéressant. Et à propos des manifestations, juste je termine là-dessus en un mot. Effectivement, il y a un passé, si ce n'est un passif, au regard des manifestations depuis 2017. On va refaire toute l'histoire. Et il est possible, probable, c'est l'accusation de Dominique Rousseau, que l'exécutif puisse goûter à un certain confort de mieux contrôler ces manifestations, alors qu'effectivement le sens des libertés publiques irait vers un régime déclaratoire et non pas un régime d'autorisation.